Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien et que malgré le weather qui est un peu tristouné ces jours-ci, on attend le soleil tranquillement, so don't worry, tout s'en vient. Comme vous savez, Baron Mac a commencé une nouvelle série qui s'en vient, une tournée en plus. Vous avez bien sûr vu nos articles avec Dino Malte. On a une tournée qui s'appelle Tattoo, podcast, IBIA pour notre 15e anniversaire. On commence déjà la tournée, puis on a de plus en plus de dates qui s'en viennent. Avec en plus, peut-être jusqu'au mois de novembre. Imagine-toi, il y a du monde qui nous ont appelé pour ça, ça bien hâte. Comme vous savez, ce podcast est commandité par Can Management. Si vous avez besoin de canage mobile ou des canettes, ou appelez Can Management. Puis aussi Keg Management. Si vous avez besoin de keg pour cet été, parce qu'on a besoin de keg pour les festivals, ou pour votre bar, ou pour faire agrandir votre flotte, de keg management. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec quelqu'un que ça fait longtemps que je suis un petit peu en ligne. Puis, c'était intéressant qu'on parle avec eux autres parce que la gang de cette compagnie-là, ce qu'ils font, c'est que, comme vous savez, dans les bars, de plus en plus, quand je vais voir les brasseries, tout ça, on me dit tout le temps, c'est Léo, on boit moins de bière, moins de ce qu'on buvait avant. Il y avait plus de mocktails, plus de vin, tout ça. Puis je trouve intéressant des fois qu'on parle même si c'est un podcast sur la bière, j'aime ça parler avec le monde qui offre des services intéressants pour la restauration, comme on a parlé un petit peu déjà de bouffe, tout ça. Puis le terroir de l'agence, la beauté de ça, c'est que c'est un gars c'est une compagnie qui s'occupe vraiment du terroir québécois. Il veut faire découvrir le vin du Québec, les produits québécois, tout ça. Puis la gang, ça fait plus de 20 ans qu'il existe. Marc-Antoine Bergeron, le propriétaire, écoute, il connaît tout ça, il connaît le vin, il ferme ses yeux, il connaît tout, man. C'est un gars très connu là-dessus. Puis ce qui est intéressant à lui, c'est que c'est un gars qui veut vraiment faire découvrir le produit ici pour de plus en plus que les bars les microbrasseries québécoises puissent pouvoir offrir ce produit-là. Et comme vous savez, c'est comme moi, un peu comme tout le monde, le vin québécois, il y a plein de variétés différentes, il y a plein de produits. Chaque année, on va à deux, trois festivals de vin, puis on découvre tout le temps des nouvelles affaires. Bien sûr, il y a les canettes qui s'en viennent de plus en plus avec tous les autres produits. Mais je voulais vraiment que Terra l'agence nous parle un petit peu de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient, et puis l'offre qu'ils peuvent donner aux autres. So, on parle avec M. Marc-Antoine Bergeron, ça va bien? Salut, ça va bien? Oui, merci. Bien, excellent. Mais écoute, merci beaucoup de ton temps. Comme je disais au début, notre but, c'est vraiment de faire découvrir des services qu'on peut donner à les restaurateurs. Comme tu sais, il y a de moins en moins de monde qui boit de la bière dans les microbrasseries. C'est weird comme ça. Plus de vin, plus de mocktails, tout ça. Avant de parler de ton service, peux-tu me parler un petit peu d'où vient ta compagnie? C'était quoi le but de lancer ça? Oui, bien, dans le fond, moi, je te donne un peu mon background. J'ai travaillé 22 ans dans la restauration. J'ai fait vraiment tous les types de restaurants, du petit restaurant à la grosse chaîne, aux hôtels, restaurants prisés. J'ai fait vraiment pratiquement tous les postes dans le service. Puis, c'est depuis 2017 que je suis sommelier et puis que j'ai vraiment trouvé cette passion-là. J'ai toujours une passion pour le vin. Disons que c'est quand même assez dur de ne pas en avoir là, quand tu es dans ce domaine-là. Puis, mais vraiment, vraiment, je voulais axer si tu veux, mon futur vers ce qui tournait autour du vin. Okay. Et puis, ben voilà, après ça, fin 2019, début 2020, j'ai décidé de me lancer en affaires à mon compte. Donc, en ayant une agence qui représentait des produits, oui, il y a de vin principalement, parce que je suis sommelier de formation, mais de la bière, du cidre, des hydromels. Mais je donne en faire une agence qui sortait un petit peu du lot de toutes les autres agences que tu peux voir au Québec, mais donc qui faisait uniquement du québécois. Puis, pourquoi j'ai décidé de faire 100% Québec? Donc, je te donne un exemple. Moi, quand j'étais en restauration, puis je voulais en mettre des produits du terroir, j'appelais des agences, puis je leur disais, hey, viens me présenter ce que tu as du Québec, de ton portfolio, parce que j'ai de la place pour ça dans ma carte des vins. Puis là, l'agent arrivait, puis soit qu'il n'y avait jamais de produit du Québec, puis il me faisait un pitch sur tous les autres produits, ou tu avais un produit, puis je te donne un exemple, je te présente un petit vin rouge du Québec, puis après ça, ben, je disais, le rep, il faut qu'il fasse sa job avec les autres produits, donc il m'amenait quand même tous les autres produits. Puis à la fin de la dégustation, entre ton rouge du Québec, puis
un Nebbiolo, un Bordeaux, un Toscane, un vin de la Loire, peu importe, qui que tu te souviens, c'est sûr que c'est jamais celui du Québec. Fait que là, je me suis posé la question de dire, Caroline, si je veux les mettre, les vins du Québec, les faire connaître, les mettre à armes égales, ben pourquoi pas en faire une qui est 100% québécoise, puis donner la chance à ces producteurs-là d'y aller vraiment là, à armes égales, comme on dit. Alors, c'est pour ça que j'ai parti ça. Pas longtemps après, regarde, la pandémie est arrivée, puis c'est sûr que ça a donné sans le vouloir, un push vers le local. Puis tant mieux, ça a de conscientiser les gens un peu plus là-dessus. Fait que ça a bien à donner. Alors, j'ai parti là-dedans, donc à représenter beaucoup en restauration surtout. Vu mon background, c'est beaucoup plus facile d'approcher les sommeliers, sommelières, les tenanciers de resto, de bar, tout ça, pour leur présenter ces produits-là. Fait que ça a eu un super beau, une super belle façon, un beau démarrage, je te dirais. Puis par la suite, ben, c'est sûr, j'ai continué à travailler pour faire avec les épiceries fines. Puis dans certains cas, la SEQ là, pour certains producteurs qui sont là-dedans avec qui je travaille. Alors, bien varié comme si tu veux, lieu de vente. Là. Donc, mais vraiment, la première passion avec la restauration, ça reste toujours là. Donc, je travaille beaucoup avec les restaurateurs, comme tu disais en intro. Moi, je les aide beaucoup à trouver, bien sûr, les produits du Québec, à être capable de leur faire déguster avec une bonne variété. Donc, si tu es capable, je te donne un exemple sur un. T'aimes un Saint-Pépin, ouais, OK, mais est-ce que t'aimes plus un Saint-Pépin qui vient de la région de, par exemple, d'Oka, ou tu veux aimer quelque chose qui est plus en fraîcheur, qui vient plus vraiment du Piémont appalachien. Donc, tu es capable de vraiment découvrir les petites nuances de terroir en les goûtant un à côté de l'autre à ce moment-là. Fait que c'est vraiment plus le fun, ça donne vraiment plus d'amplitude du produit pour les restaurateurs. Et puis après ça, bon, ben c'est sûr que le côté sommelier en moi est capable de les aider à faire des beaux agencements avec ça. Puis après ça, ben aussi, je fais beaucoup d'événements avec les restaurateurs. Comme tu vois, la semaine prochaine, j'en ai une avec Distillerie de Montréal. On fait une soirée accord mais 20 100% terroir. Leur chef a sorti un menu débile. Et alors là, on a des produits, par exemple, de Coteau-Saint-Paul qu'on amène. On amène le vigneron invité également. Puis, on explique les accords, on leur montre parce que, oui, le vin du Québec, t'en goûtes, comme tu dis, dans les festivals, ici, par là, mais quand tu es capable de faire les accords, puis là, tu sais que dans ta tête, le plat, le mets, ça rend le truc encore plus haut, mais c'est vraiment une meilleure expérience. Puis je pense que c'est en étant capable de prouver aux clients, en faisant goûter des choses comme ça, ben, il y aura encore moins de préjugés ces vins du Québec de ce côté-là. Parce que ça a sa particularité. Bon, tu dis autant les vins, mais ça peut être la bière, ça peut être le cidre, les hydromels, tout ça. Il y a une panoplie de trucs qu'on peut goûter. Puis encore là, quand c'est bien travaillé, ça amène le produit à un autre niveau. Donc, c'est ces expériences-là que consciemment ou inconsciemment, je pense que les gens veulent avoir. Donc, ils veulent avoir la preuve que ce qu'on fait est capable de les amener à un autre niveau. Donc, oui, j'aide beaucoup autant à ce moment-là, les producteurs et les restaurateurs à aller main dans la main puis faire découvrir leurs produits à une clientèle qui a le goût de vivre autre chose que juste voir le produit d'un marché ou dans un festival. Là. OK, OK. Pour ceux qui veulent, tu sais, comme la raison qu'on fait l'entrevue avec toi aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup de brasseries, puis beaucoup de taprooms, tout ça, qui veulent créer un programme de vin. Puis comme tu vois, au début, il y a comme 5 ans de ça, le monde, c'est pas les cocktails, c'est pas comme ça. Puis vraiment, le but de ça, c'était vraiment de créer des programmes de vin, comme tu dis, tu fais beaucoup d'éducation, vu que le monde, c'est comme, il faut que ça, le fromage avec cette bouffe-là, le vin, tout ça. Comment on commence à créer un programme de vin? Parce que comment ça va, tu sais, quelqu'un qui arrive tout nu chez vous, c'est comme, j'ai 2-3 bouteilles de vin, je veux remplacer ça au Québécois. Je veux vraiment que tu travailles avec avec ma cuisine, mes affaires, ou mes plats vraiment simples, dépendants si tu n'as pas de cuisine. Mais comment ça commence un programme de vin avec toi? Bien, premièrement, c'est sûr, j'essaie toujours de filer, si on parle d'un restaurant ou d'un bar, de filer l'endroit, voir c'est quoi sa clientèle, parce que j'ai quand même un large éventail de produits. Puis, tu sais, il y en a toujours un produit pour chaque personne, je te dirais. Si on voit que sa clientèle est plus, je dis pas ça méchamment, mais bon, qui est plus âgée, qui est plus
d'une autre génération boomer, par exemple. Là. Je ne dis pas ça méchamment, mais c'est ça. Mais ces générations-là préfèrent des produits vraiment plus droits, que le goût est vraiment présent. Tandis qu'à l'inverse, quand tu peux avoir un endroit que sa clientèle est beaucoup plus axée vers les jeunes, bon, ben là, justement, là, tu vas chercher plus des vins nature, des vins vibrants, des vins vivants. Donc, essayer de commencer probablement à cibler le type de produit pour le type de clientèle, ça, c'est l'essentiel parce que même si je fais goûter, tu as beau aimer un truc, mais si on sait que ta clientèle n'aimera pas ça, ça ne sert à rien de commencer à investir dans ce produit-là, puis que tu es pogné avec, puis après ça, tu te dis, finalement, merde, c'est juste de la merde, les produits du Québec. Puis, donc, il faut vraiment bien cibler, puis vraiment trouver aussi des belles astuces pour les amener à les faire goûter. Donc, moi, je m'entends toujours avec les producteurs, autant les producteurs que les restaurateurs. Regarde, quand on va arriver dans un nouveau resto, on va faire une belle offre qu'on va donner, soit, par exemple, des gratuités ou quoi que ce soit, pour inciter à les faire goûter, à les mettre dans la bouche des gens en d'office, en partant, pour avoir vraiment un meilleur effet. Parce qu'il n'y a rien de pire que de dire, je prends un produit du Québec, puis je le drop dans la carte des vins, puis ça va se vendre tout seul. Surtout à côté de centaines de références de partout dans le monde, ça ne va pas se faire tout seul. Faut le mettre dans la bouche du monde. Faut casser les mythes et faire goûter. Puis c'est là que ça a le meilleur impact de ce côté-là. Est-ce que tu commences tranquillement avec 2-3 vins, 5 vins? Comment ça, tu commences, c'est dépendant de la grosseur de le restaurant de taproom, tout ça, ou si tu commences vraiment, tu es comme, je veux que tu aies 10 vins au moins minimum, que ça fonctionne. Qu'est-ce qui c'est mieux pour toi, selon toi, quand ça... c'est sûr que moi, mes producteurs et mon portefeuille aimeraient ça qu'il y ait le plus possible, c'est sûr et certain. Mais en même temps, je respecte aussi chaque établissement parce qu'il n'y a pas un établissement qui est pareil. Est-ce que des fois, ils ont quand même quelques-uns, mais qui veulent bonifier leur offre, qui ont besoin d'exemples, un blanc, un rouge, un rose? Ben, ça va être ça va être 3. Mais on y va vraiment là un peu avec les besoins parce que il n'y a pas une formule qui est bonne pour tout le monde. C'est de prendre le temps aussi à vraiment évaluer les besoins du restaurateur ou de l'épicier ou de peu importe le commerce à ce moment-là. C'est quoi le plus gros défi que tu vois quand tu rentres dans un restaurant ou dans une brasserie quand ils t'amènent ça, tu sais? Parce que la beauté, c'est que, tu sais, je voyais dans tes affaires, tu as 11 comtés, tu connais vraiment un peu quelle sorte de bière qu'ils vont amener là-dedans, tu sais. Mais c'est quoi les plus gros défis que tu vois, à part le côté investissement, tu sais? Est-ce qu'il y a un défi d'ouverture, un défi des clientèles, c'est quoi les gros défis qui existent quand tu rentres quelque part qui est tout nu, tu sais? Le gros défi, c'est souvent le même, c'est de voir autant que soit ça part par le staff, mais aussi avec la clientèle, de voir qu'il y a une ouverture et qu'il ne faut pas avoir peur d'aller avec ça. Il ne faut pas. C'est d'avoir vraiment je ne sais pas comment je peux dire ça, mais de voir qu'autant le staff que la clientèle a une volonté de vouloir aller avec le Québec, puis pas juste quand il y a des situations comme avec la COVID, ce qu'on a eu, avec ce qui se passe pour les États-Unis. D'ailleurs, ça, c'est une super bonne. Je ne serai pas là-dessus. Le produit du Québec va vraiment à un autre niveau. Mais il ne faut pas que ça soit juste dans des périodes comme ça. À d'autres moments de l'année, faut que ça. C'est pas à dire, mais il faut qu'on rentre le clou à faire. On répète, puis à briser les idées préconçues. Mais en même temps, c'est super le fun. Moi, j'aime bien ça. Même bien souvent, là, je vais déguiser une bouteille complètement. Peut-être qu'il ne sait pas que ça vient du Québec, je fais goûter. Puis quand tu vois que tout le monde fait waouh, 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 waouh. Puis après ça, tu lui montres, regarde, ça vient d'à côté de chez vous. Puis, voyons donc, pourtant, j'ai déjà vu cette bouteille-là, je n'ai jamais acheté. Justement, tu avais une idée préconçue, fait qu'il ne faut pas t'aille peur d'y aller. C'est vraiment de reconvaincre le monde à chaque fois. Je pense que tout le monde, on a espoir que les gens vont faire ça naturellement. Je pense que ça ne vient pas automatiquement tout de suite. Ça va venir éventuellement, mais c'est vraiment un gros défi avec ça. Puis c'est sûr, si je reviens au vin, puis on parle d'idées préconçues, dans le vin rouge, c'est pas mal un des meilleurs exemples. Là. Quand les gens ont été habitués, puis même moi le premier, j'ai trippé Bordeaux avant bien des affaires, puis tu regoutes un rouge du Québec, c'est sûr que ça ne sera pas pareil, mais il faut comparer des pommes avec des pommes. Donc là, nous, autant les producteurs que les clients, pour qu'on s'adapte au fait qu'ils regardent notre terroir. T'as beau aimer ça Bordeaux ou la Toscane, peu importe. Mais
ça ne sera jamais ça. OK? Donc, on est vraiment plus avec des vins de soif, des vins légers, des vins vraiment en finesse. Puis c'est ça qu'il faut exploiter, puis on est fier de ça. Après ça, bon, ben oui, tu as le goût de me faire un bel accord avec la grosse méga pièce de viande. C'est sûr que le vin du Québec, ce ne sera pas ça. Mais tu sais, de ne pas avoir peur d'embrasser soit une cuisine locale ou des choses vraiment beaucoup plus en finesse pour aller accentuer un rouge du Québec avec ça, puis pas avoir peur. Mais ça c'est un beau défi que j'aime parce qu'en même temps, la beauté de la chose, étant donné que c'est mon agence, les produits, je les ai vraiment choisis en les ayant dégustés. Puis quand je vois qu'il y a un produit qui est wow, OK, ça peut se démarquer, ça. Ben, moi, j'arrive en confiance avec le produit, puis j'ai aucunement peur de le présenter. Puis, plus souvent qu'autant, la réponse est beaucoup plus positive aussi. Là, je le vois vraiment. Puis même en faisant des événements dans le resto ou dans les marchés, peu importe, puis que les gens regoûtent des trucs, sont plus souvent qu'autant surpris. Parce que ta journée, il éduquait le monde toute la journée, pas mal. Hein. Comment tu dis ça, excuse? Il éduque le monde toute la journée. Oui, constamment. Mais je le vois depuis, juste un exemple, depuis 5 ans, il y a plus d'ouverture. Je le vois, c'est pas la pandémie et tout ça, drastique, mais c'est de plus en plus. Puis comme tu disais, un peu en intro, il y a toujours des challenges. Il y a toujours des challenges, là, ça c'est incroyable, mais là, c'est vraiment d'aller toucher les plus jeunes générations. Là, on voit les plus vieux, ils commencent à être habitués, puis oui, ils emboîtent le pas. OK, tant mieux. Mais là, le gros défi est avec vraiment les générations plus jeunes, qui sont justement une génération qui boivent moins, puis comment on peut aller les amener. Mais ça, donc, oui, je fais ce que je peux avec les restaurateurs, mais j'aide aussi le producteur directement, pas juste en faisant de la vente, mais en faisant aussi du conseil sur ses produits. Tu parlais d'encanage, moi, ça fait à peu près 4 ans que je punch l'idée de, regarde, justement, les nouvelles générations s'en viennent beaucoup là-dessus, puis je le propose beaucoup. Après ça, est-ce que le producteur veut ou pas, ça reste son vignoble, ça reste lui qui investit des milliers d'heures et plusieurs milliers de dollars dans son vignoble, ça reste sa décision. Mais on le voit, je donne un exemple, pas nommé, les cuvées que Domaine Bergerville fait, comme avec les petites Colfos, c'est chacune de ces cuvées, ben, même si tu vois ça dans des boutiques ou des restaurants à des prix quand même, je ne veux pas dire excessivement onéreux, mais c'est plus high-end, mais ça sort pareil partout, puis les gens se les arrachent, puis tu te promènes dans un parc, qu'est-ce que tu vois dans les mains des gens? C'est ça que tu vois. Donc, il y a quand même un gros marché pour ça. Tant mieux pour toi, parce que tu es bien placé aussi là-dedans. Mais c'est vraiment une avenue qui est à explorer, qu'on n'aurait pas pensé il y a 10 ans. Mais ça, c'est à inculquer aussi là, au terme des producteurs pour aller sortir un autre produit. Puis, ouais. Moi aussi, quand j'étais ça fait 4 ans que je couvre le site des vins à Drummondville, c'est l'événement qui est le des sites de vins. Puis depuis 4 ans, les vignerons viennent me voir pour de la canette. Ouais. Du monde que je ne peux pas dire leur nom parce que j'ai promis de ne pas dire leur nom. Ils sont venus me voir et ils m'ont dit Léo, cette année, je vais faire 8 caisses, 20 caisses, 1000 caisses. Du monde qui lance leur vignoble l'année prochaine. Puis ils m'ont dit on va se lancer déjà dans la canette tout de suite. On va là commencer à faire des sangria, on va commencer à faire des fits, des spritz, whatever, des affaires que le monde il crachait là-dessus avant. Puis même les amis français m'ont dit les Français commencent à voir la jeune génération qui ont tanné de la bière, s'en vont des canettes de vin, puis c'est comme ça que ça en vient. Je suis allé à PEI, Prince Edward Island, Prince Edward County. Prince Edward County, ouais. Je suis allé voir, puis je suis revenu avec beaucoup de sangria en canette, puis ils me disaient, eux autres, c'est presque 25% de nos ventes maintenant. Le monde va goûter de vin, ils pognent ça, puis c'est un choix qu'ils pognent ça parce que c'est ça l'affaire. Est-ce que toi, quand tu vas voir des vignerons, tu dis, oui, by the way, il faut que tu en fasses de la canette comme ça. Est-ce que souvent, tu vas être la personne en avance quand ils commencent à penser à ça? Est-ce qu'on peut faire de l'expérimentation avec vos canettes? Est-ce qu'on peut faire des affaires que tu pousses beaucoup plus à ça? Parce que quand tu parles avec les SAQ de plus en plus commencent à bouger pour la canette. Ils veulent ça. J'ai parlé avec du monde de la SAQ qui me parle under the radar. Ils me disent on pousse le sans-alcool, on pousse tout ça. Toi, est-ce que tu pousses de plus en plus à du monde? Il faut que tu ailles là-bas avec le sans-alcool. Est-ce que ces produits-là, de plus en plus que les jeunes aux États-Unis? Oui, il y a une énorme tendance là-dessus. Comme je disais, je le pousse beaucoup. Ça va rester à eux la décision parce que c'est eux autres les propriétaires du domaine, tout ça. Mais après ça, ils sont en connaissance de cause. Puis si quelqu'un dit ah non, moi je veux faire je la mets. C'est dur pour un producteur de se détacher de quelque chose qu'il a fait. Puis il aime ses cuvées, puis il a travaillé, puis 100%.
Mais à un moment donné, c'est OK, je veux dire, à la fin de tout ça, est-ce que tu fais du vin pour que toi, tu le bois, pour que toi, tu l'aimes, ou tu fais ça parce que tu as une entreprise à runner puis tu veux sortir du profit au final? Donc, ça, c'est vraiment un truc assez intéressant à regarder. Donc, le changement n'est pas toujours facile à faire dans tous les cas, dans toutes les sphères de la vie, mais c'est important, je pense, pour les gens de comprendre ces tendances-là qui s'en viennent et soit qui sont ou qui s'en viennent, parce que, veux pas, t'as une brasserie, un vignoble, une cidrerie, tu as déjà des produits, un line-up de produits, puis t'ajuster, il faut que tu te prennes facilement 1 an à l'avance, que ce soit pour l'élaboration du produit, le branding, tout ça. Puis ça aussi, d'ailleurs, le branding, c'est rendu excessivement important. Si tu veux que ton produit stand out de la canette ou qu'il y ait juste un intérêt dans certains restos-bars, parce que veux pas, si le client n'a même pas l'air séduit par la bouteille, ça va être le meilleur jus au monde qu'il y a dedans. S'il y a zéro intérêt à juste la toucher, la bouteille, c'est Nous difficile. autres, on travaille avec la gang de PDF Étiquettes, puis on voit le travail qu'ils font en arrière des étiquettes, tout ça. Oui. C'est de la job, tu sais. Oui. Tu as raison, le branding, c'est tout dans la vie, man. Tu peux faire n'importe quoi avec le branding. Côté, tu sais, il y a une affaire des sites. Je parle souvent des cidreries, souvent, parce que tu en vends un peu de site, tout ça. Ouais. Puis l'affaire que le site, il y a un problème. Le site, c'est que c'est pas une business de repeat business. Non, c'est ça. Puis on a un problème là-dessus. Moi, je vous appelle, je m'en vais à des. Moi aussi, c'est de la consultation des bars et tout ça, des brasseries ou des places comme ça de restauration. Souvent, ils sont tentés d'avoir 2-3 fûts de ça. C'est comme, il n'y a personne qui va boire 3 verres de cidre dans une soirée à part. Moi, c'est Oregon, parce qu'Oregon, je ne sais pas pourquoi, il y a des bars complets de cidre, les autres là-bas. Mais ici, même aux États-Unis, quand je suis allé un peu partout, je suis allé même à CidreCon, à Chicago. Ouais. Il n'y en a pas de repeat business. Puis c'est une difficulté à l'aller de ça. Toi, comment tu vois ça? Parce qu'une bouteille s'ouvre, tu veux une bouteille, t'en bois 2 verres maximum. 3 verres, 4 verres, tout seul, tu peux pas. C'est vraiment un vin, tu peux boire tout seul un vin, aucun problème, mais c'est problématique. C'est quoi tes conseils à toi pour du monde comprendre c'est dans le lancement du cidre, le repeat business qui n'existe pas? C'est vrai que c'est excessivement difficile, le cidre, parce qu'il y a tellement, il y a tellement de styles de cidre. Tu veux-tu un truc sec, un truc sucré, un truc un peu plus axé nature, funky? Il y a tellement de styles, c'est impossible de dire, moi j'en sors un, c'est celui-là qui va plaire à tout le monde, c'est impossible. Donc, il y a ça, puis après ça, tu as des... Moi, je le vois beaucoup, la démographie, il y a des secteurs que... bon, exemple, Montréal, Plateau, tu as un style qui plaît énormément là-bas, mais arrive en région, zéro une barre, puis le style qui marche en région ne va jamais marcher Montréal-Plateau. Ah ouais. Donc, c'est hyper difficile. Il faut vraiment se positionner. C'est très difficile. Comme tu dis, le repeat business, c'est dur parce que, quand tu venais de le mentionner, c'est un genre de produit qui, c'est ça, tu en consommes 1 ou 2 à l'apéro souvent, puis après ça, passe à autre chose. Donc, comme ça, tu vas tomber dans la bière, dans le vin, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est excessivement difficile. Je ne veux pas dire que ça joue du coude, mais quand même un petit peu pour avoir ces parts de marché-là. Mais c'est sûr qu'on fait des excellents produits. Puis encore là, il y a des très bons produits de terroir qu'on peut sortir avec ça. Puis je pense qu'il y a une très belle avenue. Puis selon moi, un producteur de cidre, c'est plus facile pour lui d'aller même chercher, on parlait des sans-alcool, avec une partie sans-alcool, avec le cidre, est beaucoup plus facile qu'avec le vin. Parce qu'avec le vin, ça coûte plus cher à faire et étant donné que c'est sans alcool, ben là, tu joues contre l'international de ce côté-là. Donc, tu peux voir des vins sans alcool d'Espagne qui vont te revenir à un cost, je ne sais pas le cost de tout le monde, mais tu sais, entre 10 et 15 de cost, tandis qu'un producteur québécois, ben, ça va être plus entre le 20 et 25 de cost pour là encore là, un produit du Québec ou un produit de l'international qui vont être un à côté de l'autre. C'est difficile, mais c'est vrai que c'est une super belle avenue qui est en demande, du moins, là, en ce moment. Est-ce que c'est une demande, est-ce que tu as du data pour dire que c'est une demande grandissante, disons, à 5% par année, à 10%, ou c'est encore de très minimaliste? Pour le sans-alcool, je te dirais depuis les 3 dernières années, là,
je n'ai pas de data exact, mais facilement au PIF de 25 à 30-35% de plus de demandes par année depuis les 3 dernières années. Donc, il y a énormément de demandes là-dessus. Comme on le voit beaucoup, les gens boivent moins, les gens boivent mieux, mais ont quand même le goût de boire. Donc, c'est pour ça que les sans-alcool, les mocktails, le cocktail, les prêts à boire ont gagné en popularité avec ça. D'autant plus que les nouvelles générations, c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Donc, ça rajoute dans le lot à ce moment-là. Là. Ils me font capoter une nouvelle génération qui ne Ouais. peut plus boire. Là, ils sont fatigants, man. Ils sont fatigants avec tout ce qu'ils ne veulent pas boire. Mais je sais que j'ai des neveux qui sont jeunes et ils ne peuvent rien savoir de ça. Toi, qu'est-ce que tu vois comme avenir à long terme, la restauration québécoise avec le vin, puis le cidre, tout ça? Puis bien sûr, tu as de la bière, mais nous autres, on t'essaie pour le vin, pour le cidre aujourd'hui. Est-ce que tu vois que les cadres vont être plus remplis dans quelques années? Moi, je suis allé à l'Ontario il n'y a pas longtemps à une conférence de vin à Niagara Falls. Puis je parlais avec le gars de LCBO, il me disait, écoute, on est à 65% de plus de ventes l'année passée avec ce qui se passe avec Trump, bien sûr. Ouais. Mais est-ce que tu vois à long terme, c'est comme tu dis, en espérant que c'est pas seulement qu'on boit du vin québécois à cause de ce qui se passe, et à Saint-Jean, tout ça. Mais comment on fait pour développer vraiment c'est dire, OK, on va pogner un vin du Chili, mais en même temps, on va pogner un vin du Québec tout le temps, tu sais. C'est ça. Ben, je pense dans les défis, ça va être vraiment d'accepter le terroir tel qu'il est, puis le produit qu'on fait au Québec, que ce soit le cidre, le vin, qu'on en soit fier, puis qu'on ne cherche pas à le dénaturer non plus. D'accepter comme qui est, puis de le faire comme ça va être une meilleure façon, selon moi. L'avenir est quand même prometteur. À certains égards, comme justement là, au CVQ à Drummondville, où tu étais au mois de mars dernier, j'étais aussi, puis bon, la production va pratiquement doubler dans les 5 à 10 prochaines années. Donc, le stock, il va en avoir. Est-ce qu'avec ça, on va avoir des économies d'échelle, être capable d'offrir un produit à moindre prix? Je pense que ça peut aider, entre autres. Parce que si on recule d'il y a 10 ans, une dizaine d'années, les produits du Québec étaient nettement plus chers que ce qu'on a là. Et la qualité est un peu moindre. J'ai goûté de tout. J'ai goûté des bonnes affaires, des mauvaises affaires, comme tout le monde. Et là, de plus en plus, si on est capable d'avoir des bons millésimes, comme le 2024 qu'on a vécu, qui commence à sortir en ce moment, oui, c'est nettement supérieur à ce qu'il y avait auparavant. Si on a une petite baisse de prix, mais il y a ça, je pense que les gens vont être capables de voir qu'il y a un meilleur, excuse-moi, un meilleur bang for your buck avec ce qu'on est capable de produire. Après ça, c'est sûr que ça prend, ça prend des gens pour la mettre sur ses tablettes, ça prend une volonté des restaurateurs, des épiciers, de la SAQ aussi, de vouloir mettre ça sur les tablettes et de vouloir travailler vraiment. Tu parlais de la LCBO. Moi, c'est la première affaire que je vois en Ontario. Quand tu rentres dans la LCBO, qu'est-ce qui t'accueille? C'est l'Ontario au grand complet. Ça en a. Ah ouais, let's go. Au Québec, on arrive dans une SAQ, tu as un petit 4 pieds qui est là. Puis tu n'as vraiment pas une sélection incroyable. Alors, une chance qu'au Québec, on a les épiciers qui peuvent aider de ce côté-là. Après ça, c'est chacun qui va y aller avec soit son budget ou ce qu'il aime de ce côté-là. Puis chacun a ses propres réalités, c'est pas uniforme. Mais oui, d'avoir un peu plus de représentation sur ces États-là, ça va aider beaucoup. Donc, ça ne sera pas un walk in the park pour les produits du Québec. Il va toujours avoir des défis, mais il faut vraiment s'adapter au maximum qu'on peut avec ça. Et c'est vraiment plate à dire dans ce cas-là, mais ça arrive tout le temps dans peu importe les produits. Ceux qui font du bon stock, qui se placent bien, qui font bien ça, vont bien réussir. Ceux qui ne veulent pas évoluer, qui vont, je vais dire, de la boboche, ils vont disparaître. Puis c'est sûr qu'il y a comme une sélection naturelle un peu qui se fait là-dessus, mais ça va arriver. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont planter. C'est plate à dire. C'est ça. C'est sûr qu'il y a eu une énorme croissance aussi là-dedans. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Mais ceux qui font du bon stock, ceux qui se placent bien, ceux qui écoutent le client, puis qui veulent aller chercher justement l'aide nécessaire, que ce soit par moi, mais je ne suis pas tout seul non plus,
Donc, pour aller aider leurs produits à ressortir du lot, il va y avoir de quoi de plus prospère pour eux. Et puis, voilà. Ouais. Mais j'aime beaucoup l'idée que je pense que t'es la première personne qui me parle de ça, d'accepter le terroir québécois. On Ouais. pas essayer que tout le temps que ce soit égal à quelque chose qui n'appartient pas. C'est quand même quand je vais en Espagne, quand je vais en Allemagne, tout ça. Moi, je suis un grand fan de vin autrichien, blanc, tu sais, puis c'est ça le vin que tu bois quand tu t'en vas en Autriche, puis c'est le vin sec autrichien qui est bon, tu ne vas pas le trouver quand tu t'en vas en Espagne, whatever. Donc, d'abord, c'est intéressant de savoir ça. Je pense que c'est un t-shirt que tu devrais faire, toi, accepter le terroir québécois. Je pense que ça vaut la peine, ça. Pour quelqu'un qui veut contacter avec toi, je sais que tu as beaucoup de produits. C'est comme tu dis, je suis sur ton site, quand tu fais des événements, tu fais de la création de cartes d'alcool, de la gestion de cas, des compagnies, tout ça. Si quelqu'un veut parler avec toi, comment ça fonctionne? Donc, il peut comme les meilleures façons, par téléphone, par courriel. Donc, soit directement sur terroirlagence @gmail.com par courriel. Par téléphone au 450-775-3379. Puis, donc, ça va autant pour, comme je te dis, les marchands, les restaurateurs, les producteurs aussi qui ont des fois besoin d'aide pour une élaboration de cuvée, avoir un feeling du marché. Mais aussi, il y a un petit side que je fais, c'est mon entreprise quand même, mais je fais du sommelier à domicile aussi pour monsieur, madame, tout le monde. Là, ça peut être n'importe quelle thématique, mais oui, ça peut être aussi beaucoup vers le vin du Québec. Puis là, en ce moment-là, j'explique le terroir québécois aux gens. J'ai fait comprendre qu'est-ce que c'est, pourquoi ça goûte comme que c'est, puis de les faire découvrir carrément. Et puis, honnêtement, à chaque événement que j'ai fait, il n'y a personne qui fait la baboune après, puis tout le monde a découvert quelque chose. Donc, ils ont découvert et apprennent aussi à travers tout ça. Là. Bois du vin, tu bois de triste quand tu bois du vin, man. Non, c'est ça, c'est ça. J'ai la chance d'être invité à Donham souvent aller boire dans ce coin-là. Puis t'as raison, le vin québécois, il est bon, puis il faut respecter son terroir. Mais écoute, Marc-Antoine Bergeron, merci beaucoup pour ton temps. Bien hâte de parler longtemps. Je voulais ça t'inviter disons, à la fin de l'année pour qu'on se parle de la suite, qu'est-ce qui se passe, comment ça a été cet été, parce que cet été, nous autres, on s'en va au Festival de Saguenay de vin, on va à Terrebonne, on va à des affaires comme ça, on s'en va à Laval, parler avec des agences, tout ça, on veut comprendre un petit peu là-dessus. Puis moi, j'ai une grosse demande de nos lecteurs dans le B2B pour savoir où aller avec les plus nouveaux produits qui s'en viennent. Puis, comme tu sais, c'est un marché qui est difficile, un marché de plein de défis, puis il y a beaucoup de travail. On va t'inviter, disons, dans 6 mois, à la fin de l'année, voir qu'est-ce qui se passe, comment ça a été le monde, si l'ouverture était là, si le monde était plus ouvert à tout ça, les changements de la SAQ qui s'en vient, des nouveaux changements, tout ça. Il y a du monde qui me parle qu'il y a une nouvelle architecture qui s'en vient pour la SAQ, un peu avec la bio, RCBO. Il y en a qui commencent à ouvrir les marchés là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup d'ouvertures aussi dans les métros, puis le plano, toutes ces affaires-là. Ils sont en train de changer des affaires comme ça. Ça va bien hâte de voir où est-ce qui s'en va avant Noël, toutes ces affaires-là. Hein. Ouais. Ben, ça va me faire un énorme plaisir de te jaser par rapport à ça, Leonardo. Vraiment, c'est vraiment bien ce que tu fais aussi d'aider un peu tout le monde à pouvoir naviguer là-dedans aussi. Donc, ça va me faire plaisir de te parler, de faire un autre beau compte-rendu des derniers 6 mois, puis de parler du futur. Ben, excellent. Ben, écoute, merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci de m'avoir reçu. Bon été. Merci beaucoup, toi aussi. Cheers. Cheers. Merci tout le monde d'avoir écouté les Affaires Brassicoles. Comme je dis, si vous avez des questions à Marc-Antoine, on mettra l'information sur le podcast. Si vous avez des questions, leonardo@baromac.com. Rappelez-vous qu'on a le temps de tourner à travers. Cette année, je pense qu'on fait 20 festivals et d'événements. On va être de Montréal, on va être du Québec à l'Ontario, puis on s'en va au Maritime aussi cette année. On fait 2 semaines au Maritime pour voir ce qui se passe dans ce coin-là. De nouveaux produits qui s'en viennent. On travaille déjà sur les Affaires Brassicoles, le journal. Il y a des événements qui s'en viennent en plus de ça. C'est bien occupé déjà cet été. Si vous avez des questions, mon courriel est là. Bien sûr, merci beaucoup d'écouter et à la prochaine.